Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va être consacrée à trois notions du bac, le langage, la conscience et l'inconscient. Alors, comment vous dire ça? Comment vous remercier? Comment vous dire merci? Comment vous dire, je m'adresse à toutes mes terminales, comment vous dire que j'ai été très touché par vos vœux d'anniversaire cette semaine? Comment vous dire que oui, j'ai été très ému, très touché par vos messages, par tous vos actes cette semaine, depuis l'envoi des mails de bon anniversaire, les STMG qui l'ont souhaité dans la classe avec le retard, les T6 aussi, la chanson des T2, le maillot de foot des T1 et les chocolats, ça je vous remercie beaucoup, les T5, les mails, l'anticipation, les gâteaux le jour du café philo, bref. Comment vous dire merci? Les mots me manquent, sans mauvais jeu de mots avec le cours d'aujourd'hui. Les mots me manquent pour vous dire à quel point j'ai été touché, à quel point je voudrais vous dire merci, à quel point je voulais vous dire vous êtes des gens bien, que je vous oublierai pas cette année particulière, difficile, voilà, les 5 terminales, T1, T2, T5, T6, STMG2, je ne vous oublierai jamais. C'était une année très particulière et les mots me manquent du coup pour faire cette vidéo. Alors soyons académiques, soyons nous-mêmes, soyons finalement le prof que vous avez eu et supporté toute cette année et venons-en en connaissance. Quand je dis connaissance sans mauvais jeu de mots, vous allez voir, c'est un terme aussi sur lequel je vais revenir. Mais commençons par le début. Comment vous dire ça? Comment vous dire merci? Comment vous dire que vous êtes des gens bien? Comment vous dire que j'ai conscience que vous m'avez fait plaisir? Comment vous dire que j'ai conscience de la beauté de tous ces gestes, j'ai conscience de votre gentillesse? Comment vous dire que j'ai conscience que vous êtes des gens bien? Alors voyons voir déjà qu'est-ce que le langage. Je prends votre manuel. Qu'est-ce que le langage? Votre manuel dit, je prends ça sous les yeux, vous ne voyez pas tout ça, mais il y a les notes ici. Donc, même s'il y a une part de spontanéité et peut-être une part inconsciente de ce qui est dit dans mes remerciements, parce que les notes, c'est pas non plus, j'écris pas tout ce que je vous dis, j'ai quelques points de repère. Mes notes, ça voilà, petit clin d'œil pour le grand oral, peut-être avoir un peu quelques repères et surtout parler sans notes. Donc quand je parle sans notes, enfin quand je parle sans avoir écrit tout ce que je dis, quand je parle en utilisant mes notes et pas en lisant mes notes, il y a peut-être une part aussi d'inconscient qui se dégage de tout ça. Mais prenons dans l'ordre le langage. Qu'est-ce que le langage? D'après votre manuel, le langage, c'est une faculté de communiquer ses pensées à l'aide d'un système de signes, et ce système de signes, on pourrait l'appeler à travers l'expression langue. La langue, c'est un système de signes qui est particulier, qui est propre à un groupe social. Donc le langage, en fait, consiste à utiliser une langue, c'est-à-dire un système de signes pour communiquer. Communiquer, c'est-à-dire transmettre des informations, partager des informations. La communication, c'est voilà, transmission, partage d'informations à travers une mise en commun. Du coup, est-ce que quand on parle du langage, est-ce que le langage, pour reprendre une idée chère à Platon dans le Cratyle, est-ce que le langage finalement c'est un système de signes qui reflète le réel, ce qui existe? Ou bien est-ce que le langage, c'est un système conventionnel de signes? Et là, dans ce cas-là, il faudrait saisir les signes en tant que tels. Et ces signes, alors pour reprendre un débat, un débat indirect qui pourrait y avoir entre le philosophe Bergson, qui dit ça dans Le Rire, et un autre philosophe dont je vous ai parlé cette année, Ludwig Wittgenstein, est-ce que finalement le langage, c'est ce qui nous rapproche du réel, thèse numéro 1, Wittgenstein, ou bien le langage,
et notamment les mots, c'est ce qui nous éloigne du réel. Thèse numéro 2, Bergson. D'après Wittgenstein, ben non, il n'y a pas de réalité hors des mots, ou bien elle n'a aucun sens. D'après Wittgenstein, il n'y a pas de réalité en dehors des mots. Les mots nous rapprochent du réel. Les mots, justement, la limite du monde, c'est la limite du langage. On a besoin des mots, on a besoin du langage, justement, pour désigner ce qui existe. Si on n'a pas le langage, on ne peut pas désigner ce qui existe, ou bien ce qu'on dit n'a aucun sens. Chez Wittgenstein, il y a une idée très très importante. Finalement, comment est-ce qu'on peut définir quelque chose? Ça, c'est le deuxième Wittgenstein dans les recherches philosophiques. Comment finalement est-ce qu'on peut définir quelque chose? Quelle est la bonne définition d'un terme? Eh bien, c'est l'usage que l'on en fait dans le langage ordinaire. Comment, par exemple, je peux désigner ce stylo? Ben, ce stylo, voilà, dans le langage ordinaire, on dit généralement qu'un stylo, c'est ce qui permet d'écrire. Donc le langage, c'est ce qui nous rapproche du réel. Le langage, c'est ce qui nous, voilà, permet de désigner le réel. Quand j'utilise, voilà, un langage, je vous dis merci, j'ai été très très ému. Alors il est peut-être très difficile, vous voyez, d'expliquer ce que signifie l'émotion, c'est un terme polysémique, etc. Mais quand je vous dis j'ai été très très ému, on va dire il y a une convention de langage qui fait que tout le monde comprend quand je dis voilà j'ai été très ému, parce que nous partageons la même signification de ce terme. J'ai été très ému, ça veut dire j'ai été très touché. Finalement, Wittgenstein nous dit que pour saisir la définition d'un terme, il faut voir quel est l'usage courant, l'usage communément admis qu'on en fait dans le quotidien. Pour Bergson, la réponse est non. Pour Bergson, la réponse est non. Les mots nous éloignent du réel. Les mots, pour Bergson dit ça dans Le Rire, et vous avez un extrait dans votre manuel. Les mots, pour Bergson, sont des étiquettes qui sont collées sur des choses. Et du coup, les mots nous empêchent finalement de voir la réalité. Les mots nous empêchent de voir le réel. Les mots, c'est comme un écran entre nous et le réel. C'est comme une étiquette qui nous empêche finalement de voir ce qu'est le réel, puisque les mots désignent de manière uniforme des réalités qui sont très très différentes. Bon ben, quand je dis voilà, je supporte l'OM, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, alors surtout après la défaite contre Saint-Étienne, Thomas, que je salue amicalement, doit être très content. Je ne suis pas sûr, vous voyez, que aujourd'hui, les gens qui disent « je suis supporter de l'OM » supportent l'OM de la même façon. On avait eu d'ailleurs un échange intéressant au premier trimestre. Qu'est-ce que c'est être un vrai supporter? Quand vous dites que vous êtes un vrai supporter du Real, du Barça, de Chelsea, de Manchester City, de Villarreal, de Manchester United, enfin je pense un peu à toutes les équipes du PSG. Voilà, comme ça on ne dira pas que je suis sectaire. Donc, quand on dit je suis voilà, un vrai supporter, je ne suis pas convaincu. Et là, peut-être Bergson a raison que quand on dit je suis un vrai supporter de telle ou telle équipe, je ne suis pas convaincu que les gens qui se disent vrais supporters désignent de la même façon des réalités vécues qui sont très très multiples. Et là, effectivement, peut-être que le langage nous éloigne du réel. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous dire merci du plus profond du cœur, et que chacun comprenne ce qu'il veut à cet énoncé. Je vous remercie vraiment du plus profond du cœur. Petite référence à Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, je referme le clin d'œil. À Pascal. Et je vous remercie encore tous pour vos vœux de joyeux anniversaire et pour toutes les manifestations qui m'ont beaucoup touché cette semaine. Merci encore. Mais alors du coup, vous voyez, se pose un autre problème. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis j'ai vraiment conscience que vous m'avez fait plaisir? Bon, voilà, j'ai quand même conscience que c'est un très beau maillot. Et en plus,
Merci pour Zagagnaris avec le 1, terminal 1, le 1. Ça, comme je vous ai dit, je n'oublierai jamais ce moment. C'était magnifique. Ce qui montre, comme dirait d'ailleurs au passage Bergson, hein, la conscience, c'est aussi ce qui nous rattache au temps. La conscience, c'est avoir, voilà, la conscience, c'est aussi avoir connaissance de ce qui s'est passé avant, qu'il y a un présent et qu'il y a aussi un futur. Alors prenons déjà les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai conscience que vous êtes des gens bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai conscience que vous êtes des gens bien? La conscience, alors je l'ai dit, ça renvoie à la connaissance. Conscience, ça renvoie à la connaissance. Alors, par connaissance, qu'est-ce qu'on entend, hein? La conscience, elle a un rapport avec la connaissance. La conscience, elle renvoie en fait à la capacité de l'humain à se représenter des choses. La conscience, il y a un rapport avec la connaissance. La conscience, c'est savoir, voilà, c'est savoir que l'on sait. Avoir conscience, c'est avoir connaissance. Avoir conscience, c'est être capable, voilà, de se représenter des connaissances, par exemple, sur soi. C'est pas juste que je ressens du plaisir. Là, je prends une distinction classique que fait Aristote entre l'humain et l'animal. L'animal, il ressent, point. Voilà, par exemple, bon, j'avais fait un peu de caricature avec certains groupes. Il n'y a rien de plus bête qu'un chat. Je ne peux pas dire de gros mots sur la vidéo, ça vous heurterait. J'avais dit pourquoi il n'y a rien de plus bête qu'un chat. Un chat, par exemple, il fait que ressentir. Un chat, vous rentrez, je salue très amicalement des gens en plus qui m'hébergent quand je vais à Paris et qui ont un chat, voilà, quand je donne les croquettes super bonnes, les croquettes gourmandes au chat, le chat, il les voit, il ressent, il mange la croquette, il l'avale, il vomit la croquette, et voilà, le chat, il se contente de ressentir. Il n'a pas de conscience, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de représentation. Moi, par exemple, j'ai conscience que vous m'avez fait plaisir, je ne fais pas que ressentir ce plaisir, non. Je ressens le plaisir de vos vœux, de porter ce beau maillot, d'avoir mangé les chocolats, les gâteaux, d'avoir été content en lisant les mails, d'avoir été content que vous me disiez ça de vive voix. Enfin, j'ai ressenti du plaisir, mais je suis aussi capable, vous voyez, de me représenter. Et notamment d'un point de vue cognitif, le plaisir que je ressens. Je ne fais pas que ressentir ce plaisir. Je suis aussi capable de connaître, de savoir que je ressens ce plaisir. Et c'est ce qui, selon Aristote, distingue l'humain de l'animal. La conscience, vous voyez, c'est la capacité à se représenter des connaissances que l'on a sur soi, des sentiments que l'on ressent. C'est pas simplement ressentir. C'est aussi savoir que l'on ressent. Savoir que l'on ressent du plaisir. C'est pas juste ressentir du plaisir, la conscience. La conscience, c'est avoir connaissance que l'on ressent du plaisir et penser ce ressenti en tant que tel. Donc la conscience, vous voyez, c'est connaissance de soi. Par exemple, Rally, je pense à Rally de la Terminale 2 qui disait voilà, moi j'ai conscience d'avoir de beaux cheveux. Il se reconnaîtra, petite boutade suite au cours de samedi matin. Donc la conscience, c'est avoir des connaissances sur soi. Par exemple, Mokhtar, il aime bien, il a conscience qu'il aime bien l'histoire, qu'il aime bien les sciences sociales, etc. Rita, elle a conscience qu'elle aime la philo, elle s'est investie. Fares, il a conscience qu'il aime Manchester United, etc. Vous avez tous, vous voyez, des connaissances sur vous-même dont vous avez conscience. Un tel sait qu'il veut, voilà, tel élève a conscience qu'il veut étudier dans tel ou tel endroit. Enfin, j'ai vu vos vœux sur Parcoursup. Mais la conscience, c'est pas simplement des connaissances sur soi. La conscience, c'est aussi des connaissances qu'on a sur le monde. La conscience, c'est aussi des connaissances qu'on a sur le monde. Vous avez tout un tas de connaissances au niveau de l'actualité, au niveau de la pandémie, quand on vous reprend, il faut mettre vos masques, etc. Bon ben voilà, vous avez conscience, c'est-à-dire connaissance des choses qui sont dans le monde qui vous entoure. Vous avez conscience qu'il y a un règlement intérieur dans notre lycée. Donc la conscience,
c'est premièrement la connaissance de soi, mais la conscience, c'est aussi la connaissance du monde qui nous entoure. Par exemple, voilà, à un moment, je repense à Yacine, Hassan, Ryan, Rita, Wissal, etc. pour les photos. Bon, ben, à un moment, j'ai dit, voilà, on ne peut pas non plus, faut avoir conscience qu'on vit dans un contexte de pandémie et qu'il doit y avoir les consignes de sécurité. Mais les photos, c'est bien pour les souvenirs, mais en ayant conscience aussi de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et troisièmement, la conscience, donc conscience, c'est la connaissance de soi, la conscience, c'est la connaissance du monde, mais la conscience, c'est aussi la connaissance qu'il y a au niveau des normes morales, la connaissance qu'il y a sur la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a peut-être une conscience réflexive sur soi et le monde, mais il y a aussi une conscience morale qui nous permet, comme dit Hannah Arendt, de différencier ce qui est bien et ce qui est mal. Bien. Alors du coup, il y a des choses par exemple très très belles sur la conscience chez Pascal. Alors qu'est-ce que j'avais dit sur la conscience chez Pascal dans le cours? Alors qui répond? Qui répond? Kenza? Qui répond? Abir? Malak? Selma? Qui répond? Rim? Qui répond? Qu'est-ce que j'avais dit sur Pascal au niveau de la conscience? Alors, qui répond? Vous savez pas? Ben, c'est normal, j'ai rien dit sur Pascal au niveau de la conscience, c'est une blague, c'est de l'humour. Bon, je vous ai fait un peu d'humour cette année, ça fait pas rire tout le monde, mais non, sur Pascal, j'avais parlé au niveau de la religion, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et que Pascal se distingue du rationalisme de Descartes pour penser la religion. Je vous renvoie à vos fiches au cours. Pascal a dit quelque chose qui est intéressant dans les pensées. Il dit l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Alors ça c'est intéressant chez Pascal, parce que justement, il parle de la faiblesse, de la fragilité, de la vulnérabilité de l'homme, et il dit qu'en même temps que ce qui fait sa force, c'est que justement, l'homme peut penser et donc avoir conscience de cette faiblesse. L'homme est conscient, vous voyez, de son dénuement, de sa vulnérabilité, et c'est là justement sa force. Et c'est là sa force, c'est qu'il peut avoir une connaissance, vous voyez, de sa faiblesse. Alors, au niveau de la conscience, on avait parlé aussi de Sartre et de Marx. Là, je n'ai pas le temps, je vous renvoie au cours, et notamment au manuel, quand on a opposé, page 244-245, Sartre. Sartre et Marx. Pour Marx, c'est les conditions matérielles qui prédéterminent, vous voyez, la conscience. Pour Sartre, c'est l'inverse. Hein, l'existence précède l'essence. Il n'y a pas de conscience qui soit conditionnée par les conditions matérielles. Pour Sartre, il y a une liberté. Alors que chez Marx, non. Ce sont les conditions matérielles, c'est par exemple l'appartenance à une classe sociale qui prédétermine la conscience que l'on va avoir. C'est les conditions matérielles d'existence qui déterminent, voyez, la conscience, c'est-à-dire la connaissance de soi, du monde. Et alors, il y a bien eu quelques critiques également contre les tenants de la conscience, et notamment ceux qui pensent que la conscience existe. Je prends l'exemple de Nietzsche. Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, dit que, je cite, il critique ce qu'il appelle les esprits superstitieux, et notamment les logiciens, en disant que ces derniers n'admettent qu'à contre-cœur que c'est qu'une pensée ne vient que quand elle veut et non pas quand je veux. J'allais presque dire la preuve. Quand on m'a offert le maillot, au début, j'avais pas bien compris que 1, c'était terminal 1. J'étais sous le coup de l'émotion, et c'était Mokhtar et Hassan qui m'avaient expliqué que le 1, c'était terminal 1, et j'ai bon... Vous voyez, et là, Nietzsche, il a peut-être pas tort, qu'une pensée vient quand elle veut et pas quand je veux. Et donc, le jeu, c'est peut-être, vous voyez, une erreur grammaticale, une illusion grammaticale, et que le jeu nous fait croire que la conscience existe, alors que sur la conscience, finalement, on ne sait pas grand-chose. Là, je vous renvoie à un autre texte de Nietzsche, Le Gai Savoir, qui est dans
dans votre manuel. Et de plus, dit Nietzsche, la conscience, c'est parfois ce qui peut entraver notre volonté de puissance, la vie. Par exemple, la conscience, c'est ce qui nous fait culpabiliser, c'est le ressentiment. Et heureusement, dit Nietzsche, qu'il y a l'instinct. Bon, je dis ça juste pour votre culture générale. Critique un peu plus, on va dire, moins hard, la critique moins trash de la conscience, on pourrait dire la critique que Kant fait un peu de Descartes. La critique que Kant fait un peu de Descartes, par exemple chez Descartes, on pourrait dire, alors Descartes, attention, c'est pas le penseur de la conscience au sens moderne du terme, c'est pas Husserl, dont vous avez également un autre texte dans... mais par exemple chez Descartes, le « je pense » peut renvoyer à la conscience de soi, c'est-à-dire je pense, j'existe, je pense, c'est-à-dire j'ai conscience, j'ai connaissance que j'existe. Sur Descartes, je vous renvoie au cours qu'on avait, je vous renvoie au cours que nous avions eu, le cogito, c'est je pense donc je suis, c'est-à-dire je sais que je pense, je peux douter de tout sauf du fait que je doute. Du coup, si je sais que je doute, je pense. Si je pense, c'est donc que j'existe. Et c'est à partir donc de ma conscience que je sais, que j'ai connaissance que j'existe. Alors vous allez avoir Kant qui va critiquer un peu, alors pas comme les empiristes, pas comme les empiristes, là encore je vous renvoie dans le manuel au texte de Locke. Kant va critiquer Descartes, mais pas comme les empiristes. Pour les empiristes, la connaissance du sujet par lui-même, c'est une expérience finalement interne, c'est quelque chose qui est propre à lui. La connaissance de soi pour Hume ou Locke, vous avez un texte de Locke dans le manuel, la connaissance de soi, ça relève de l'expérience. Kant, qui s'était inspiré des empiristes et à qui il reconnaissait beaucoup de mérite, Kant va critiquer Descartes, mais pas sur la conscience, ou du moins sur le « je pense, j'existe ». Le « je pense, j'existe » au sens d'avoir connaissance que l'on existe. Kant va critiquer ça d'une autre manière. Il va dire le « je pense » n'est ni une expérience, au sens des empiristes, mais le « je pense », c'est pas non plus une substance. C'est pas une substance au sens où le « je » serait... une forme d'unité que le sujet connaissant projette à partir de lui sur les objets qu'il est censé connaître. C'est pas dans ce sens-là. Là, je reprends tout ce que je dis, je reprends un texte d'Étienne Balibar qui s'appelle « Critique du paralogisme de Descartes, le je pense comme sujet et comme substance ». Et Kant, du coup, chez Kant, le je ou le moi, en fait, c'est le nom que l'on donne à la connaissance de soi. Pour Kant, vous voyez, le jeu n'est pas une substance, c'est pas quelque chose qui existe en soi. Le jeu, c'est pas une substance, c'est simplement ce dont on se sert pour donner un nom à la conscience que l'on peut avoir de soi. Et donc, le jeu, c'est pas quelque chose qui existe du point de vue, le jeu n'est pas quelque chose qui existe, qui a une réalité. C'est quelque chose avant tout que l'on nomme. Et donc du coup, vous voyez un sujet qui peut tomber au bac, mettons sur la conscience, c'est est-ce que la conscience existe? Et là, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit au niveau, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit au niveau méthodologie sur ça. Voilà, est-ce que la conscience existe? Comment problématiser ça? Est-ce que la conscience est une réalité, thèse numéro 1, ou bien la conscience est une fiction, thèse numéro 2? Pour la première thèse, on reprendrait plutôt voyez, Descartes, on peut y mettre quelqu'un comme Descartes ou Pascal, voire Marx. Thèse numéro 2, la conscience est une fiction, on pourrait y mettre... voilà, plutôt des gens comme Nietzsche.